putain, trop bien. À moi les pouvoirs de Sukuna. Mais putain, mais Philibert, mais recrache ça. Mais qui a idée de bouffer le premier doigt que tu trouves sur le sol, The Bee? Je te jure que ta daronne va finir par me tuer. Mais non, t'inquiète, je... Et voilà, et c'est qui encore qui va devoir expliquer ça à ta mère? Eh ben c'est Bibi. Non mais je te jure, t'en loupes pas une, Philibert. Bon, pendant que ton estomac essaie de dissoudre le cadavre séché que tu viens de bouffer, on va parler du seul mec qui aurait pu te sauver de ta propre connerie, j'ai nommé Satoru Gojo. Le mec en bandana, bof, il est juste fort parce qu'il a des pouvoirs magiques qui trichent avec l'espace, mais sans ça, c'est juste un aura farmer quoi. Un aura... Ok, tu sais quoi? On va faire semblant que Gojo n'ait aucun pouvoir magique, hein. On oublie l'infini, on oublie les équations quantiques, on va juste parler de sa force brute. Prenons le chapitre 231, le combat dans Shinjuku. Gojo affronte Sukuna au corps à corps. À un moment, il attrape le roi des fléaux par le callback et va le traîner face contre terre sur plusieurs dizaines de mètres, pulvérisant l'asphalte et le béton armé sur son passage. Ah, il le traîne quoi, c'est une bagarre de rue. Mais c'est pas une bagarre, c'est un crash d'avion le bordel. Même l'avion de Lost, il a pas causé autant de dégâts que lui, The Bee. Il devrait pas avoir juste mal, Philibert, il devrait fondre. Est-ce que tu sais ce qui se passe quand on frotte un corps de 80 kg sur du béton armé à une vitesse fulgurante? On appelle ça de la friction cinétique. La physique est régie par des lois inflexibles. La formule du travail de la force de frottement est la suivante, où W est le travail, l'énergie dissipée, mu K est le coefficient de frottement cinétique entre la chair et le béton, L est la force normale, la pression descendante exercée par Gojo, et D est la distance parcourue. Ça fait beaucoup de lettres pour dire qu'il le frotte sur le sol. Parce que Gojo fait pas que glisser Sukuna sur le sol, il va littéralement labourer la route avec son crâne. Il détruit littéralement la structure moléculaire du béton. La résistance à la compression du béton utilisée en ingénierie urbaine comme à Shinjuku est d'environ 30 mégapascales ou 3 × 10 puissance 7 newtons par mètre carré. Ce qui veut dire qu'il faut exercer une pression de 30 millions de newtons sur 1 mètre carré pour le briser. Pour pulvériser ce béton uniquement avec le visage de Sukuna, Gojo doit appliquer une pression descendante absolument titanesque tout en courant à une vitesse délirante. On parle pas là de la force d'un mec qui va te pousser à la salle en 2 spies, hein. On parle de la pression d'une presse hydraulique de 300 tonnes. Et là, c'est de la mécanique. Et maintenant, on va parler de thermodynamique. Selon le premier principe de la thermodynamique, l'énergie ne se perd pas, elle se transforme. Toute l'énergie mécanique, W, donc sur la formule d'avant, est dissipée par ce frottement extrême, celle qui va briser le béton. Et elle est instantanément convertie en chaleur, Q. L'équation calorimétrique s'écrit alors comme ça, où la température générée par la friction du visage de Sukuna contre l'asphalte à une telle vitesse devrait littéralement dépasser les 1000 degrés Celsius. C'est la température d'une forge. À 1000 degrés Celsius, l'asphalte de Shinjuku ne se brise pas, il fond littéralement. Il se liquéfie en un magma de goudron bouillonnant et le goudron liquide va alors s'infiltrer dans la chair de Sukuna. L'eau contenue dans le corps du fléau va normalement rentrer en ébullition instantanément, provoquant des explosions de vapeur localisées sous sa peau. Son visage entier devrait se vitrifier et se détacher de son crâne sous la forme d'une masse carbonisée incandescente. Mais c'est pas le plus terrifiant, le pire c'est l'anatomie de Gojo. La troisième loi de Newton nous dit aussi que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Toute cette résistance monumentale du béton, toute cette force de cisaillement qui pulvérise la route, elle remonte intégralement dans le bras droit de Gojo. Son épaule agit alors comme un point de pivot. Le couple de force subi par l'articulation de son épaule est littéralement incalculable. Dans la vraie vie, si t'appliques une telle force de traction soudaine à un corps humain, la clavicule va exploser, la coiffe de rotateur va se déchirer et le bras est littéralement arraché de la cage thoracique dans une gerbe de sang et de tendons aussi éclatés que ton dernier bulletin scolaire. La limite de rupture des os humains, qui est de environ 130 mégapascales, est littéralement dépassée par la résistance du sol qu'il est actuellement en train de détruire. Pour réaliser cet exploit en souriant et sans disloquer son épaule, il faudrait que la densité osseuse de l'avant-bras de Gojo et la limite d'élasticité de ses tendons, en théorie, d'après la loi de Hooke, soit équivalente ou supérieure à la résistance à la traction des câbles de suspension du viaduc de Mio ou des tresses de nanotubes de carbone. Son corps n'est littéralement pas celui d'un humain, c'est un assemblage de matériaux composites indestructibles cachés sous un sarouel et un t-shirt moulant de bouc vivant en Yes Life. Et tout ça, c'est juste avec ses mains. Maintenant, on va parler de ses jambes, toujours dans la même bagarre de rue à Shinjuku comme tu dis. Gojo va lâcher Sukuna et va envoyer un coup de pied vertical descendant pour l'écraser. Ouais, et Sukuna va l'esquiver, il frappe dans le vide, fin de l'histoire, voilà, Sukuna il est trop fort. Tu vois pas le souci là, sa chaussure s'arrête dans le vide, elle ne touche à rien et pourtant, le béton armé qui est juste en dessous va exploser et former un cratère géant. Ah bah quoi, c'est l'énergie occulte, TG c'est magique. C'est de la dynamique des fluides, putain. L'air qui nous entoure n'est pas du vide interstellaire, c'est du putain de fluide. Il est composé de
milliards de molécules d'azote et d'oxygène. L'équation de la traînée aérodynamique est implacable, la force de résistance de l'air augmente avec le carré de la vitesse. Si tu bouges ta jambe comme un humain normal pour taper dans un ballon, l'air va s'écarter gentiment, mais si tu accélères ta jambe à une vitesse hypersonique, l'air n'a pas le temps de fuir. L'air subit alors ce qu'on appelle une compression adiabatique. Les molécules de gaz sont écrasées les unes contre les autres avec une telle violence qu'elles forment une masse littéralement dure comme de l'acier devant la semelle de Gojo. Rappelle-toi ce qu'on vient de dire, le béton casse à 30 millions de newtons par mètre carré. Pour que l'air ambiant percute le sol avec une pression suffisante pour le fracturer sans même le toucher, la jambe de Gojo a dû franchir le mur du son plusieurs fois en une fraction de seconde. Il a littéralement généré un cône de Mach, une onde de choc directionnelle localisée. Gojo Satoru a transformé l'air en un espèce de marteau pneumatique invisible. Son simple corps, à poil, sans aucune énergie occulte, est littéralement l'équivalent d'une ogive balistique. Et encore, ça c'est sans compter sa vitesse. Parce que toujours dans ce putain de combat à Shinjuku, dans le chapitre 231, Gojo se déplace à une telle vitesse qu'il va laisser des clones de lui-même derrière lui. Il va entourer Sukuna d'images rémanentes parfaites pour le piéger. Ouais, bah c'est la technique du multiclonage. Naruto il le fait depuis 1999, c'est pas ouf. Naruto utilise du chakra pour créer de la matière. Gojo, lui, utilise la putain d'optique biologique. C'est ce qu'on appelle un clone ici. En fait, c'est une anomalie sensorielle causée par la pertinence rétinienne. L'œil humain, et donc du coup celui de Sukuna, a une fréquence de rafraîchissement. En pleine journée, le cerveau va traiter 60 images par seconde. Ce qui veut dire que si un objet apparaît, disparaît et réapparaît au même endroit en moins d'un 60e de seconde, soit environ 16 millisecondes, ton cerveau, ce gros flemmard, va pas avoir le temps de traiter la disparition. Il va fusionner les images. Pour que Sukuna, le roi des fléaux, voit 5 Gojo parfaitement nets, solides et tridimensionnels autour de lui en plein soleil, Gojo doit donc faire des allers-retours gauche-droite entre ces 5 positions à une vitesse ahurissante. S'il parcourt 10 mètres entre chaque position, on va supposer que c'est un cercle de 50 mètres de circonférence, même si c'est pas tout à fait ça, c'est pour simplifier les calculs, me faites pas chier. Et qu'il doit être présent à chaque point en moins de 16 millisecondes pour tromper l'œil, on parle quand même d'une vitesse de pointe dépassant largement Mach 10, soit 12 000 km/h au ras du sol. Eh bah, Flash McQueen le bug. Et le problème, c'est pas la vitesse de pointe, Philibert, c'est le changement de direction. Parce que pour faire un aller-retour, il faut s'arrêter et repartir dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle l'accélération. Et c'est là que la biologie humaine va s'effondrer. Parce que tu sais ce que c'est que la force G? Le truc des pilotes de chasse là, quand ils s'évanouissent. Voilà, c'est ça. Un pilote de chasse surentraîné va tomber dans les pommes vers 9G. Ses poumons vont s'écraser et le sang ne monte plus jusqu'à son cerveau. Pour passer de 12 000 km/h à 0, puis repasser à 12 000 km/h dans la direction opposée en l'espace de quelques millisecondes. Ça fait beaucoup là, non? Gojo doit subir une accélération estimée à plusieurs dizaines de milliers de G. Et dire qu'il y en a qui ont du mal à en trouver un seul de points. Non, Philibert, t'as 12 ans, arrête. Des organes internes ont une masse. Sous 10 000 G, le cœur humain pèse littéralement 3 tonnes. À chaque virage pour créer un clone, le cerveau de Gojo devrait s'écraser contre la paroi de son propre crâne avec la force d'un boulet de canon. Son aorte devrait s'arracher de son cœur. Ses poumons devraient être éclatés comme des ballons de baudruche sous la pression de leur propre poids sanguin. Et ses globes oculaires devraient littéralement exploser en dehors de ses orbites. Et pourtant, il va maintenir cette vitesse en souriant et en débitant des punchlines pour flex sur ses élèves. Son squelette est en titane, visiblement vu les dingues physiques qu'il peut faire, mais ses organes internes, son système vasculaire, tout ça en fait c'est fait d'un métamatériau inconnu parce que c'est capable de supporter une pression qui pulvériserait n'importe quelle cellule organique terrestre. Mais c'est juste en omettant seulement 90% des capacités de Gojo parce que le bouc peut utiliser une sorte de magie chelou qu'on va devoir expliquer. Les attaques signatures de Gojo, les sorts d'amplification bleu et le sort d'inversion rouge. Bah c'est simple, bleu ça attire et rouge ça repousse, c'est un aimant humain, c'est comme Magneto dans les X-Men quoi. Mais putain, mais Philibert, le magnétisme, ça n'attire que les métaux ferromagnétiques, le fer, le cobalt, le nickel, alors que Gojo attire tout, le béton, la chair, les atomes d'oxygène et même les photons de la lumière. C'est pas de l'électromagnétisme, putain, c'est de la relativité générale. En 1915, un certain Albert Einstein va publier une théorie qui détruit tout ce qu'on croyait jusqu'alors. Il prouve que la gravité n'est pas une force magique qui attire les objets, c'est en fait une déformation géométrique de l'espace-temps. Imaginez un trampoline tendu, vous foutez une boule de bowling au centre, la toile va s'enfoncer, tout ce qui est autour va rouler vers le trou et ça c'est ce qu'on appelle l'attraction gravitationnelle. La matière dit à l'espace comment se courber et l'espace dit à la matière comment bouger. Ok, donc bleu c'est quoi? C'est une grosse boule de bowling, c'est ça? C'est pire! Parce que pour générer bleu et aspirer des bâtiments entiers, Gojo doit instantanément créer une singularité gravitationnelle localisée. En 1916, un astrophysicien allemand du nom de Karl Schwarzschild est dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Sous les tirs d'artillerie entre deux bombardements, le mec va se faire chier, donc il va prendre les équations toutes fraîches d'Einstein et il va trouver leur première solution exacte. Il va théoriser un objet si dense que sa courbure spatio-temporelle est littéralement infinie. C'est ce qu'on appelle
appelle un trou noir. Il va créer une équation pour calculer la taille limite avant qu'un objet ne s'effondre sur lui-même, ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, où G est la constante gravitationnelle et C est la vitesse de la lumière. Le mec calculait des trous noirs sous les bombes. Non mais je te jure que c'est vrai, vraiment le bug était le chat qui pensait être. Mais revenons à Gojo. Pour que sa sphère bleue, qui fait la taille d'une pomme, possède un champ d'attraction suffisant pour arracher les fondations en béton armé de plusieurs mètres de distance, est-ce que tu sais quelle masse il doit générer mathématiquement parlant d'après la formule de Schwarzschild? Il doit virtuellement condenser toute la matière de la planète Terre au creux de sa main. Et il s'amuse à faire des trous noirs de la taille d'une balle de tennis pour nettoyer les rues de Shinjuku. La Terre entière? Attends, mais le rouge du coup c'est quoi? Le rouge c'est la pire aberration métrique de cet univers. La gravité normale ça attire. Toujours. La masse appelle la masse. Pour créer une gravité répulsive, tu dois briser la physique telle qu'on la conçoit et utiliser ce qu'on appelle la constante cosmologique ou l'énergie sombre. L'énergie sombre, genre comme Dark Vador? Je suis ton... Non, c'est la plus grande erreur mais aussi la plus grande victoire d'Albert Einstein. En 1917, Einstein va rajouter une variable mathématique à ses équations, la constante cosmologique, lambda, pour forcer l'univers à rester statique dans ses calculs. Plus tard, quand Edwin Hubble va prouver en 1929 que l'univers s'étend, Einstein va qualifier cette constante de plus grosse bêtise de sa vie. Sauf qu'en 1998, coup de théâtre, il y a des physiciens qui vont gagner un prix Nobel pour ça d'ailleurs, qui vont découvrir que non seulement l'univers s'étend, mais qu'il s'étend de plus en plus vite. Il y a quelque chose qui repousse les galaxies les unes des autres. Cette force antigravitationnelle mystérieuse, c'est ce qu'on appelle l'énergie sombre et elle représente 68% de notre univers. En activant le rouge, Gojo va générer de l'énergie sombre pure. Il va injecter une densité d'énergie négative dans une zone donnée, ce qui dilate brusquement l'espace-temps entre lui et la cible. L'univers va s'étendre violemment à cet endroit précisément et par exemple quand Sukuna va se prendre rouge en plein dans la gueule, l'espace se dilate à l'intérieur même de ses atomes et va le propulser en arrière. On peut dire en quelque sorte que Gojo manipule le moteur de l'expansion de l'univers, un peu comme si tu jouais avec un putain de pistolet à eau. Attends, il contrôle l'univers? Mais tu sais ce qui est encore plus terrifiant, c'est que tout ça, c'est des attaques. On n'a pas encore parlé de sa défense. La défense? Mais pourquoi il en aurait besoin s'il peut tout casser? Parce que l'univers est rempli de petits malins un peu comme toi qui se diraient oui, mais si je l'attaque par surprise avec un couteau pendant qu'il cligne des yeux, ça va, ça passe. J'allais pas dire ça. Alors déjà réussi à le toucher, parce que l'animé l'explique gentiment, mais Gojo possède l'infini. Y a rien qui peut l'atteindre. Plus tu t'approches de lui et plus tu ralentis jusqu'à l'arrêt total. Et est-ce que tu sais d'où provient ce concept? Ça vient de la Grèce antique. Vers 450 avant notre ère, un philosophe nommé Zénon d'Élée va pondre un paradoxe qui va rendre fou les mathématiciens pendant des siècles. Le paradoxe de la dichotomie. Zénon affirmait que le mouvement était une illusion. Pour aller d'un point A à un point B, tu dois d'abord parcourir la moitié de la distance, puis la moitié de la moitié restante, puis la moitié de la moitié de la moitié, tout ça à l'infini. Mathématiquement parlant, la limite, elle s'écrit comme ça. Sauf que là, du coup, tu ne touches jamais le point B. Et Gojo va concrétiser ce paradoxe, il va forcer l'espace entre lui et ton point à se diviser infiniment. Ah bah voilà, c'est juste des maths, c'est un élastique géant, l'espace va s'étirer et mon poids ralentit, c'est de la géométrie, ok, c'est bon, j'ai capté. Ça c'est ce que Akutami t'a raconté dans le manga pour que tu puisses dormir la nuit, parce que l'espace ça va pas s'étirer comme un putain de chewing-gum. La réalité, Philibert, est quantique et elle est beaucoup plus terrifiante. On va quitter la Grèce antique pour faire un bond en 1977 à l'université du Texas. Il y a deux physiciens de génie, George Sudarshan et Bedianat Misra, qui vont publier un article qui prouve que l'adage de la grand-mère est en fait une loi fondamentale de l'univers. Mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là, mamie? T'es préparé des petits plats. Une marmite que l'on regarde ne bouge jamais. En fait, avec cette phrase, les deux vont prouver mathématiquement l'effet Zénon quantique. En mécanique quantique, les particules n'ont pas de position fixe, elles existent sous forme de probabilité, ce qu'on appelle la fonction d'onde de Schrödinger. Mais quand tu observes une particule, tu vas forcer l'univers à faire un choix. La fonction d'onde va donc s'effondrer. Et c'est ça que les deux frérots vont découvrir en 1977. Si tu observes un système quantique instable avec une fréquence suffisamment élevée, il arrête d'évoluer. Attends, ça veut dire que si je regarde un truc très fort, il va arrêter de bouger? Ouais, c'est un peu ça. Le simple fait de le mesurer continuellement va réinitialiser sa probabilité de changer d'état à 0. Et c'est là qu'entrent en jeu les fameux Six Eyes de Gojo. C'est beau aux yeux bleus. Vraiment, parfois je me pose des questions, Philibert. Bref, les Six Eyes de Gojo Satoru traitent l'information à un niveau subatomique. Quand tu lances ton poing vers lui, Gojo ne regarde pas ton bras. Ses yeux mesurent l'état quantique de chaque atome, chaque électron, de chaque
quarks qui composent ta main. Et parce que son cerveau traite ces milliards de mesures à une fréquence quasi infinie, il déclenche un effet Zénon quantique à l'échelle macroscopique. Ton poing ne ralentit pas à cause d'un espace élastique, en fait ton poing est figé à cause de son observation. Gojo Satoru va regarder les atomes de ton corps avec une telle intensité qu'il empêche la réalité de calculer leur position suivante. Il va pas te bloquer avec un mur magique, il utilise le regard de Dieu pour interdire l'univers d'autoriser ton existence à avancer d'1 millimètre. Et le plus chaud dans l'histoire, c'est que ça marche en permanence, il a même pas besoin d'y penser. Son cerveau filtre les menaces automatiquement. Oh, on se réveille. Ah, ton cerveau il a fondu, parce que c'est dommage, parce que c'est pas fini. Il nous reste encore la cerise sur le gâteau. L'arme ultime de Gojo, le violet, l'équation imaginaire. Le violet, ah oui, c'est le mélange du bleu et du rouge, genre ça fait une grosse boule d'énergie et ça rase tout, c'est un kamehameha quoi, c'est un gros laser. C'est un laser. Putain, je chiale. Philibert, un laser, c'est l'excitation de photons qui génère de la chaleur, ça brûle la matière, et le violet de Gojo ne brûle absolument rien. En fait, il efface la matière de la base de données de l'univers. Il efface comment? Parce que si tu mélanges l'attraction et la répulsion, ça s'annule, ça fait 0. Ouais, c'est exactement ce qu'a pensé un physicien britannique du nom de Paul Dirac en 1928. Dirac voulait unifier la mécanique quantique, donc l'infiniment petit, et la relativité restreinte d'Einstein, avec la vitesse de la lumière. Il a pondu une équation légendaire, mais en calculant l'énergie d'une particule, il est tombé sur un os. L'équation relativiste de l'énergie pure, ça donne ça. Il y a un plus et un moins devant la racine carrée. Et c'est comme ça qu'on fait une équation du second degré au lycée par exemple, c'est là que le génie va frapper. Dirac a refusé d'ignorer le résultat négatif. Il a compris que pour chaque particule de matière avec une charge positive, comme un électron, il devait forcément exister une particule miroir avec une charge opposée. Et c'est comme ça qu'il va découvrir l'existence de l'antimatière, des années avant qu'on ne puisse l'observer dans le monde réel avec un accélérateur de particules. L'antimatière, c'est comme les bombes en SF? Ouais, en quelque sorte. Tu sais ce qui se passe quand la matière pure rencontre de l'antimatière pure? En fait, elles se repoussent pas, elles vont pas exploser, elles vont pas s'additionner, elles vont se supprimer. Leurs masses vont disparaître à 100% et vont être converties en énergie pure. Et ça, c'est la fameuse équation d'Einstein, E égale mc carré. C'est le rendement thermodynamique le plus absolu, violent et parfait de la création. Bleu, c'est la singularité, l'attraction absolue. Rouge, c'est l'énergie sombre, la répulsion absolue. Ce sont deux états que l'univers exclut mutuellement. Selon le principe d'exclusion en physique quantique, deux fermions, des particules de matière, ne peuvent pas occuper le même état quantique en même temps au même endroit. La réalité, concrètement, l'interdit à 100%. Mais Gojo, lui, va s'en battre les couilles. Il va prendre la force absolue d'attraction et la force absolue de répulsion, il va les écraser les unes contre les autres pour les superposer dans le même état vectoriel. Il va créer ce que l'animé appelle une masse imaginaire. Mais en vrai, c'est plus un paradoxe mathématique. L'univers va observer cette boule violette, il va voir un objet qui attire tout et repousse tout en même temps, la matrice de la réalité va être incapable de résoudre cette équation paradoxale, ça va créer une décohérence quantique monstrueuse, et pour éviter le crash total du continuum espace-temps, l'univers va prendre une décision, il va appliquer une censure. Tout ce qui rentre en contact avec cette masse imaginaire, la roche, le béton, l'air, la chair de Sukuna, etc., c'est pas détruit, c'est juste littéralement supprimé du code de l'univers. Attends, c'est tout? Il détruit la matière et fin du game? Comment ça c'est tout? Parce que réussir à annihiler un univers en claquant des doigts, ça te suffit pas comme dinguerie. Tu veux vraiment aller jusqu'au bout. Tu veux qu'on parle de son extension du territoire, la sphère de l'espace infini. Dans l'animé, il enferme les méchants dans une espèce de galaxie, ils bougent plus parce qu'ils voient des trucs trop rapidement, c'est une flashbang en fait. Une flashbang. Philibert, je te jure que tu vas aller récurer la cave à ce stade-là. Le cerveau humain est une machine incroyable. Tes synapses vont calculer environ 10 puissance 16 équations par seconde. C'est une bande passante massive, mais elle a quand même une limite physique de traitement. Si tu dépasses cette limite, tu te tapes de l'épilepsie, ou alors de la catatonie, ou alors un anévrisme, voire les trois en même temps, mais généralement le cerveau va quand même faire un choix. Donc Gojo lui envoie une vidéo YouTube en 8K directement dans le crâne et ça le fait bugger? Il va pas lui envoyer une vidéo, non, il va lui envoyer l'univers entier. Voilà, et c'est là qu'on parle d'un autre frérot physicien, j'ai nommé Jacob Bekenstein. En 1981, Bekenstein étudie la thermodynamique des trous noirs et découvre une règle fondamentale de notre réalité, la limite de Bekenstein. Cette limite stipule qu'il y a une quantité mathématique maximale d'informations, quantifiable en bits, qui peut être contenue dans un volume d'espace physique fini. L'équation de l'entropie maximale s'écrit comme ça. Et oui, on en a déjà parlé en short, mais il est enfin temps qu'on développe un peu plus. Si tu essaies de bourrer plus d'informations que cette limite dans une zone donnée, en fait, l'espace va s'effondrer en trou noir. Et quel rapport avec le cerveau? Quand Gojo va déployer l'espace infini, il va forcer le cerveau de sa victime, un volume fini d'environ 1,3 litres, à se synchroniser avec la totalité des informations présentes dans l'univers. La totalité, le présent, le passé, le mouvement de chaque atome à chaque nanoseconde, la lumière de chaque étoile, bref,
tout, il va forcer un organe biologique à dépasser sa propre limite de Bekenstein locale. Et ça fait que le cerveau, techniquement, il implose. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé à Shibuya au chapitre 89? Gojo va activer son territoire pendant 0,2 secondes. Et en un cinquième de seconde, les humains normaux présents dans la zone vont recevoir l'équivalent de 6 mois d'informations brutes injectées directement dans leur cortex. Leurs neurones ont alors été contraints de décharger leurs neurotransmetteurs à une vitesse qui explose la thermodynamique de la biologie humaine, ce qui fait que l'afflux de données a créé une surchauffe immédiate des tissus gliaux. La myéline autour des nerfs a dû littéralement fondre sous la charge électrique. Et s'il l'avait laissé une seconde entière? Alors avec une seconde entière, c'était la catatonie absolue pour tout le monde, hein. Mort cérébrale à gauche, à droite, tout ça, c'était fini, il n'y avait plus personne, hein. L'activité électrique du cerveau devient un bruit blanc permanent, la victime est vivante, certes, son cœur bat, ok, mais son esprit est écrasé par le poids de l'univers. Ça devient un légume incapable de donner l'ordre à ses propres poumons de respirer. Voilà, ça t'apprendra à bouffer de la merde sur le sol comme ça. Bon, on en était où nous? Allez, on continue.